En parlant de sa 5e symphonie, Beethoven a dit lui-même à un ami « Ainsi le destin frappe à la porte ». Cette phrase authentique nous permet de rêver à volonté sur la signification de cette symphonie et nous invite à écouter chaque note, pourquoi pas, à la recherche de son contenu. Mais avant de nous lancer dans l'histoire du destin qui frappe aux portes, je voudrais tout d'abord que nous examinions la symphonie d'un point de vue strictement musical pour nous livrer à quelques constatations. Le thème principal de la symphonie, le thème du destin, est assurément le plus court qui ait existé dans l'histoire de la musique. 4 notes seulement. Sur ce thème, Beethoven construit l'entièreté, pour ainsi dire, de son premier mouvement. J'ai compté que 20% seulement de ce mouvement sont occupés par autre chose que le thème du destin. Mais de plus, de façon limpide, ou alors plus discrètement, ce thème réapparaît obstinément dans les autres mouvements. Dans le deuxième mouvement, par exemple, le voici mis au service de la sagesse. Le voici aussi transformé en fanfare royale. Constatons d'ailleurs que ce deuxième mouvement, dont le rôle habituel dans une symphonie est d'exprimer la sensibilité, la fragilité, voire la tristesse, est ici au contraire un mouvement qui exprime la sagesse, le réconfort, la sûreté de soi. En continuant notre filature, nous retrouvons notre thème dans le troisième mouvement. Là, il affirme d'abord une détermination implacable. Puis il accompagne timidement une phrase plus mélodique. Ou alors, il clôture une phrase sauvage et ressemble là à la queue d'un dragon en furie. Ou encore, on le retrouve tout penaud, comme s'il marchait avec des béquilles. C'est même lui que l'on retrouve au timbale dans ce grand passage mystérieux qui annonce le 4e mouvement. Écoutez bien, il faut avoir l'ouïe fine. Nous traquons encore notre thème du destin dans le 4e et dernier mouvement. Là, tout d'abord, nous le trouvons martelé avec insistance, comme lorsqu'on se répète pour être parfaitement compris, en frappant du poing sur la table. Plus loin, nous essayons même de lui tordre le cou, et lui, bien sûr, tente à tout prix de s'échapper. Le thème poursuit sa route et rencontre une fête mondaine. Il devient même à l'occasion sujet de rêverie. Beethoven a enfin une manière souvent étonnante de terminer un mouvement. Ici, par exemple, il accélère nettement le tempo, et c'est bien sûr au thème du destin qu'il en confie la responsabilité. Si le thème du destin est présent partout, les autres thèmes, disons secondaires de la symphonie, sont eux aussi utilisés à travers toute la symphonie et se laissent d'ailleurs déformer à volonté par Beethoven, afin de donner, si je puis dire, tout leur suc.
si l'on ajoute à cela que Beethoven enchaîne troisième et quatrième mouvements sans interruption, et qu'il insère dans le dernier mouvement des citations textuelles des mouvements précédents, on n'est guère étonné d'avoir, à l'écoute de la cinquième symphonie, une sensation d'homogénéité, d'unité, dont s'exclut évidemment toute monotonie. Cette unité exceptionnelle nous confirme que Beethoven ne plaisantait pas lorsqu'il parlait du destin qui frappe à la porte, mais qu'au contraire, cette symphonie était pour lui comme un essai philosophique, une réflexion sur l'être humain et sa relation avec son destin individuel ou collectif. Dès lors, n'hésitons pas à nous livrer au plaisir d'interpréter, et de façon très subjective sûrement, la musique de Beethoven dans toute sa précision. Constatons d'abord que le destin dont parle Beethoven est un destin tragique. Peut-on en douter lorsque l'on entend les premières notes de la symphonie ? Beethoven nous précise même à quel moment l'homme se trouve confronté à des forces tragiques. C'est au moment où il est le plus détendu, dans les instants d'indolence. Devant l'adversité, Beethoven n'hésite pas à nous décrire l'attitude humaine la plus courante, c'est-à-dire l'inconscience. L'homme préfère ne pas songer aux 1000 morts qui le guettent, il préfère s'étourdir dans d'interminables fêtes de l'oubli. La sentence prononcée par Beethoven devant cette étourderie est sans appel. Dans sa lutte contre le destin, l'homme, cet égoïste, sera écrasé sans pitié. Dans le deuxième mouvement, Beethoven donne alors la parole à la sagesse. Celle-ci s'adresse à des hommes égarés, avec beaucoup de bonté, et leur propose l'alternative de l'égoïsme. C'est la générosité. Pour le sage, le bonheur est le résultat de la générosité. Dans l'assemblée qui écoute le sage, certains, incrédules, interrogent et parlent de fatalité. La séquence qui va suivre va nous permettre d'assister au débat qui s'installe entre la sagesse et son auditoire. Écoutez bien et vous entendrez en quelques secondes un argument de la raison, une objection plaintive, une réponse véhémente et l'annonce d'une victoire à venir. Un argument de la raison, une objection plaintive, une réponse véhémente et l'annonce d'une victoire à venir. Et le deuxième mouvement, morceau de philosophie, réussit, figurez-vous, à convaincre les hommes de s'unir dans la solidarité, dans la fraternité. Fort de cet enseignement, un homme nouveau, hésitant mais courageux, décide d'affronter le destin dans le troisième mouvement. Il tente contre le destin une première sortie, prudente.
Il en hasarde une deuxième. Mais là, une pierre à rouler, une branche à craquer, que sais-je, mais le destin alerté et méfiant décide un tour de guet, menaçant et arrogant. L'homme cependant ne perd pas courage. Il sort de son trou de plus en plus souvent, risquant l'escarmouche, et tombe un jour nez à nez avec l'ennemi. On respire profondément, et une lutte s'engage, sans merci. Après quelques péripéties, le destin est vaincu. Tout au moins, en piteux état, il décide de quitter le champ de bataille, en pleine nuit, à l'insu de ses adversaires. Au réveil, les hommes, étonnés, écoutent. Il règne un silence inquiétant. On épie. Sans bruit, on cherche des traces de l'ennemi. Une rumeur se répand, d'abord timide. Et puis triomphante, l'homme a vaincu. L'histoire que nous venons de raconter n'est peut-être qu'un rêve, le fruit de notre imagination. Peut-être un autre rêveur aura-t-il d'autres images en tête en écoutant cette œuvre grandiose, et c'est tant mieux. Tant mieux si cette symphonie inspire et fait rêver, car elle est peut-être l'œuvre la plus importante de toute l'histoire de la musique. Voyez plutôt, la musique européenne dite classique est comme une voûte dont la clé serait l'année 1800. Avant cette année, la musique avait la dimension d'un palais. Après elle, la dimension d'un univers. Gravé sur la clé de cette voûte, on trouve le portrait de Beethoven, le visionnaire, celui-là même qui, à cheval sur l'année 1800, transforma le palais en univers. Dans l'âme de Beethoven, au plus profond de son être, on trouve un monument, les 9 symphonies. Juste au milieu du monument, à la clé de sa voûte, se trouve le chef-d'œuvre du maître, cette 5e symphonie qui nous est si familière parce qu'elle semble avoir été non pas composée, mais révélée par un homme plus attentif que les autres.